premier débat du Conseil européen est sans doute le plus important ou le plus regardé, celui qui a porté sur la reconnaissance du statut de candidat accordé donc à l'Ukraine, vous l'avez rappelé, mais aussi à la Moldavie. En revanche, pas à la Géorgie, qui est le troisième pays qui avait soumis sa candidature il y a maintenant quelques semaines, mais une perspective européenne a été reconnue à ce troisième pays, avec l'idée que si un certain nombre de conditions sont remplies, notamment en matière d'apaisement de la situation politique intérieure, de réformes liées à l'état de droit en particulier, il pourrait y avoir une reconnaissance du statut de candidat, mais cette décision n'a pas été prise à l'occasion du sommet européen. Et donc c'est évidemment l'Ukraine, mais aussi la Moldavie qui ont fait l'objet de l'attention plus spécifique des chefs d'État et de gouvernement. La Moldavie, parce que vous le savez, c'est un pays qui n'est aujourd'hui pas dans l'Union européenne, mais qui est à notre voisinage immédiat, avec une menace et une pression russe qui n'est malheureusement pas un cas d'école et qui s'est renforcée encore avec l'invasion de l'Ukraine. Et les risques de déstabilisation se sont aussi accrus en raison d'un certain nombre de conséquences de ce conflit, notamment un accueil massif de réfugiés pour lesquels la France et l'Union européenne ont apporté d'ores et déjà une contribution, notamment financière, permettant d'assurer le soutien nécessaire à ce pays qui a aussi accueilli le président de la République il y a quelques jours. Et vous savez que la chef de l'État moldave, Madame Sandu, est aussi une pro-européenne convaincue. Donc je pense qu'il est notre intérêt géopolitique de soutenir ce pays, même si le processus d'adhésion pour la Moldavie comme pour l'Ukraine, je l'ai dit et je l'assume, sera long nécessairement. Alors, pourquoi, vous l'avez rappelé, je m'associe à vos propos, Monsieur le Président, pourquoi il était, je crois, important, et cette décision a été prise à l'unanimité, d'octroyer le statut de candidat. C'était un signal, c'était un symbole, bien sûr. C'était aussi une façon d'éviter, je crois, un vide politique ou géopolitique si l'Europe avait fermé la porte ou tourné le dos de manière définitive à l'Ukraine. Nous aurions sans doute renforcé les signaux encourageant la Russie à renforcer encore son agression et sa pression. Nous aurions sans doute cassé un espoir et une résistance au sein du peuple ukrainien. Et donc je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que cette décision était nécessaire. Et tant mieux si nous avons réussi à faire preuve rapidement d'unité européenne sur l'octroi de ce statut de candidat. Il faut compléter ce propos et cette décision par un certain nombre d'autres actions et d'autres axes. C'est le sens, c'est un débat qu'on ouvre, à la fois du message très clair aussi sur le fait qu'il y a un processus d'élargissement qui est long, qui est exigeant, et je crois qu'on préparerait des lendemains qui déchantent si on ne disait pas la vérité à cet égard, à la fois au peuple ukrainien et à nos concitoyens en France et partout dans l'Union européenne. Il ne s'agit pas de considérer que l'adhésion à l'Union européenne est une chose facile, et nous voyons déjà les difficultés que nous avons à fonctionner à 27, nous prendrions des risques immenses à ne pas réformer notre Union européenne ou à accélérer un processus ou à le précipiter. Puis, dans l'attente, en complément de cette réflexion et de ce travail sur l'élargissement, c'est le sens de l'intuition et de la conviction forgée par le président de la République, présentée le 9 mai au Parlement européen. Nous avons besoin d'un autre forum, d'un autre format. C'est l'idée de la communauté politique européenne qui a fait l'objet de beaucoup de débats, pour être tout à fait honnête, de beaucoup de questions, parfois de réserves, mais qui, on pourra y revenir, au dernier sommet européen, le 23 juin au soir, a fait l'objet d'une discussion importante et d'un accord unanime sur l'idée de travailler sous présidence tchèque précisément, avec une première réunion qui aurait lieu à Prague avant la fin de l'année, à la mise en place de ce cadre de coopération qui est distinct de l'Union européenne, encore une fois, dans le sens où il peut soit préparer l'adhésion ou assurer une coopération dans l'attente de l'adhésion, ce pourrait être le cas de l'Ukraine par exemple, mais aussi pour certains autres pays dans des situations évidemment extrêmement différentes, peut-être le Royaume-Uni s'y était intéressé, être un cadre intermédiaire de coopération qui n'est pas l'Union européenne mais qui nous rapproche néanmoins. C'est le sens profond de cette idée qui mérite, je le dis et l'assume aussi, d'être affinée, travaillée dans la nature des coopérations, le format géopolitique qui serait retenu, le caractère institutionnel, faut-il un forum, un traité qui fonderait cette communauté, tout cela sont des questions ouvertes sur lesquelles d'ailleurs il serait sans doute très utile que nous travaillions et que nous débattions ensemble. J'insiste aussi sur cette communauté politique européenne pour faire un lien avec la situation des Balkans occidentaux. Puisque vous l'avez rappelé, c'était un souhait avant le début de la guerre en Ukraine de la présidence française que d'avoir
avant la fin de la présidence, nous l'avons donc fait le 23 juin, une réunion entre les chefs d'État et de gouvernement des 27 et les chefs d'État et de gouvernement des 6 pays des Balkans occidentaux. C'est encore plus nécessaire après le déclenchement de la guerre en Ukraine et c'est encore plus nécessaire avec l'octroi du statut de candidat. Puisque nous pourrions donner l'impression d'une certaine confusion où, sans avoir finalisé le processus d'adhésion avec certains pays des Balkans occidentaux, sans même avoir donné le statut de candidat à d'autres, je pense à la Bosnie, nous aurions ouvert la porte à l'Ukraine. Donc il faut remettre les choses, je crois, dans l'ordre. Les pays des Balkans occidentaux sont engagés parfois depuis plus de 20 ans dans cette perspective ou cette négociation européenne. Je crois que nous avons besoin là aussi, pour des raisons géopolitiques, d'accélérer le processus, mais avec la même exigence. Et donc, c'est un travail qui implique les deux parties. Si l'on veut que les pays des Balkans occidentaux puissent rentrer dans les prochaines années dans l'Union européenne, il y a encore de nombreuses exigences à satisfaire. Des inquiétudes aussi que nous avons, quand nous voit que la Serbie ne s'aligne pas sur les sanctions européennes, il est évident que ça doit être un préalable indispensable à une adhésion à notre projet politique et notre famille politique. Mais il était important aussi de donner ce geste de confiance pour travailler sur des coopérations très concrètes en matière énergétique, en matière sanitaire, en matière sécuritaire ou migratoire, car une partie de notre sécurité se joue dans cette région, mais pour dire que nous étions disponibles pour poursuivre ou accélérer ce processus d'adhésion pour peu que les efforts soient consentis encore par les pays concernés. Un mot spécifique, peut-être nous y reviendrons, sur la situation qui a beaucoup occupé la présidence française jusqu'au bout, mais d'ailleurs jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est la tentative de règlement du différend entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord, qui est évidemment un préalable indispensable à l'éventuelle ouverture de négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, puisque nous avons couplé ces deux négociations, au moins pour leur démarrage. Nous sommes dans une situation de progrès, puisqu'il y a eu un vote au Parlement bulgare la semaine dernière qui a permis d'accepter un certain nombre de propositions que la présidence française avait formulées. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin et nous devons encore forger un accord entre les deux pays avant de pouvoir ouvrir, le cas échéant, cette négociation. Mais je crois qu'il était important d'avoir ce focus sur les Balkans occidentaux pour ne pas donner l'impression d'un processus qui ne serait pas maîtrisé, contrôlé, priorisé et organisé. Je reviens en quelques mots à la question de l'Ukraine, puisqu'au-delà de cette perspective d'élargissement, le Conseil européen a permis de marquer un certain nombre d'éléments de sanctions supplémentaires contre la Russie ou de soutien renforcé à l'Ukraine, puisque telle est notre politique depuis le 24 février. Il n'y a pas eu de nouvelles sanctions décidées à l'occasion du Conseil européen, mais nous avons dit que, le cas échéant, nous étions toujours prêts à les prendre si elles s'avéraient nécessaires, que à court terme, l'important était de vérifier que leur application était parfaitement mise en œuvre, et cela a été aussi un des messages des chefs d'État et de gouvernement du G7 qui a suivi ce Conseil européen. Et puis nous avons indiqué notre soutien renforcé, je le disais, à l'Ukraine. Le haut représentant, M. Borrell, a évoqué la possibilité de rajouter une tranche de financement jusqu'à 500 millions d'euros dans le cadre de la Facilité européenne de paix en équipement militaire. Le ministre des Armées a par ailleurs indiqué hier que la France était prête dans ce cadre à renforcer son effort de soutien en équipement militaire. La Commission européenne a été invitée par le Conseil européen également à accroître ce qu'on appelle l'assistance macrofinancière, une aide au fonctionnement des administrations et de l'État ukrainien pendant la guerre, qui est essentielle évidemment, à hauteur de 9 milliards d'euros, ce qui fait, je le rappelle, de l'Union européenne le premier soutien, tout domaine confondu, et de loin, à l'Ukraine dans cette guerre. Un point qui a été souvent discuté devant votre commission, Monsieur le Président, et parce qu'il a de nombreuses dimensions, c'est celui de l'approvisionnement et de la sécurité alimentaire que vous avez aussi évoqué. Je tiens à préciser, je pense que nous en sommes tous ici convaincus, mais le récit russe est parfois puissant, qu'en aucun cas, les difficultés de livraison, d'approvisionnement alimentaire que nous voyons aujourd'hui et qui pèsent sur les prix, très concrètement, ne sont liées aux sanctions. Aucun des pays qui a appliqué des sanctions à la Russie, y compris donc nous et l'Union européenne, n'a appliqué de sanctions au domaine alimentaire. Non, aucun régime de sanctions. Il y a une instrumentalisation délibérée par la Russie. C'est la guerre et c'est l'attitude russe spécifique sur les ports, en particulier d'Ukraine, qui bloque un certain nombre d'exportations de produits ou de compléments alimentaires.
Et donc c'est très clairement de ce côté-là que réside le problème, qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce sujet. Nous avons développer un certain nombre d'initiatives européennes ou internationales, l'initiative du président de la République, pour ouvrir des voies terrestres ou fluviales d'exportation accélérées pour que les grains qui soient stockés aujourd'hui et ceux qui arrivent après la récolte en cours ne soient pas perdus et ne pèsent pas sur les prix mondiaux, comme nous le voyons malheureusement fortement aujourd'hui. Donc nous y travaillons activement avec nos partenaires européens, la Roumanie, la Pologne en particulier, et puis au niveau international pour essayer de soutenir les pays qui vivent déjà, au-delà de la question des prix, des questions de rationnement et peut-être de pénurie si nous n'y prenons pas garde, avec un renforcement très fort de la contribution française et de beaucoup de pays européens, confirmé dans le cadre du G7 au programme alimentaire mondial et à diverses initiatives internationales, notamment dans le cadre des Nations Unies, de financement de l'alimentation dans les pays en difficulté. Cela montre, si je puis le dire d'un mot, que tous les sujets internationaux européens dont nous parlons, je crois que nous en avons ici la conviction, mais nous devons le partager, ont un lien direct avec nos vies quotidiennes. Quand on parle d'initiatives de sécurité alimentaire, on parle des prix que nos concitoyens vivent dans les supermarchés. Quand on essaye de diversifier nos approvisionnements énergétiques, ce fut aussi un débat du G7, nous parlons des prix à la pompe. Cela ne veut pas dire que c'est facile, mais que cette dimension européenne et internationale est évidemment vitale dans ce contexte-là. Je me permets de dire quelques mots d'autres sujets qui ont été évoqués. Vous les avez mentionnés, Monsieur le Président, à l'occasion de ce Conseil européen, notamment des questions économiques qui sont évidemment moins visibles aujourd'hui, mais très importantes. La Commission européenne et la Banque centrale ont confirmé début juin que la Croatie remplissait désormais l'ensemble des critères de qualification définitive pour entrer dans la dernière phase de l'Union économique et monétaire, et donc concrètement la zone euro. Et le Conseil européen a ainsi confirmé l'adhésion de la Croatie dès le 1er janvier 2023 à notre zone euro en respectant toutes les exigences. Il n'y a pas eu de coupe-fil ou de passe-droit, mais je crois que c'est un élément de renforcement économique de montrer aussi que notre zone euro attire et qu'en faisant des efforts économiques et sociaux importants, un pays comme la Croatie, un pays des Balkans, rejoint notre espace monétaire dès le 1er janvier prochain. Un mot rapide sur les questions d'énergie, je les ai évoquées à travers la question ukrainienne, mais nous avons vu que nous avions, c'est un des éléments de cette crise, des inquiétudes, pas que des inquiétudes, d'ailleurs des constats extrêmement préoccupants, puisque la Russie maintenant a réduit directement ou indirectement ses livraisons de gaz à plus de 10 pays européens, en violation totale des engagements internationaux et des contrats. Là non plus, n'ayons aucune ambiguïté sur le récit qui est fait de telle ou telle pièce qui n'aurait pas été livrée. C'est un choix délibéré. Nous avons à court terme à prendre des mesures de stockage renforcé. Un accord a été trouvé il y a quelques jours au niveau européen pour que dès l'automne, tous les pays européens, et la France vise même 100%, mais atteignent au moins 80% de remplissage des stockages stratégiques de gaz. Et nous avons renforcé à nouveau les demandes à l'égard de la Commission pour que dès le mois de juillet, la Commission nous propose un plan de réduction de notre demande d'énergie à l'égard de la Russie, à la fois par des efforts de sobriété, par des mesures de précaution du type du stockage, mais aussi par la diversification de nos approvisionnements en gaz. La Commission européenne en a coordonné un certain nombre de ces achats. Je pense à un achat supplémentaire avec les États-Unis d'Amérique, mais nous avons des mesures nationales et européennes à prendre à cet égard pour ne pas nous mettre en risque pour l'hiver prochain. Il n'y a pas de risque à court terme, mais nous devons nous préparer pour le prochain hiver. Enfin, parce qu'il est important, malgré la situation et son menu déjà copieux de mesures de réaction à prendre, que nous projetions sur l'avenir de notre Union européenne. Vous le savez, un exercice, vous y avez participé vous-même, Monsieur le Président, ainsi que plusieurs parlementaires, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est conclue le 9 mai dernier, en présence de la présidente du Parlement européen, de la présidente de la Commission européenne, du président de la République. C'est un exercice citoyen inédit avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont impliquées, des centaines de milliers de contributions, et à la fin, 50 propositions, plus de 300 mesures qui ont été proposées, qui d'ailleurs correspondent souvent aux priorités qu'on a évoquées ici, en matière de sécurité alimentaire, en matière de renforcement de la défense européenne. Nous sommes maintenant entrés dans une phase d'action et de décision. Dès le début du mois de septembre, le plus vraisemblablement, la Commission européenne présentera dans son programme législatif, dans le discours dit sur l'état de l'Union, un certain nombre de mesures législatives supplémentaires pour accélérer cet agenda européen qu'on pourrait dire agenda de souveraineté, comme nous le défendons depuis maintenant plusieurs années. Je crois que c'est aussi une bonne occasion d'accélérer un certain nombre de réformes sur le plan climatique, sécuritaire, sanitaire et d'autres réformes proposées par nos concitoyens.
Un tout dernier mot, sinon je serais incomplet, sur les relations extérieures. Au-delà de la question russe et du conflit en Ukraine, le Conseil européen s'est penché sur les agissements de la Turquie en mer Égée et en Méditerranée orientale. Les États membres ont exprimé unanimement leur très vive préoccupation face aux récentes actions et déclarations de la Turquie, notamment visant la Grèce ou Chypre. Et le Conseil européen a ainsi appelé la Turquie à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'Union européenne et, conformément à ses conclusions précédentes, à respecter en tout point le droit international et à apaiser les tensions en Méditerranée orientale. Nous attendons ces signaux concrets de la Turquie. Enfin, la situation en Biélorussie a été évoquée, évidemment dans le contexte que j'ai mentionné autour de l'Ukraine, mais plus spécifiquement, le Conseil européen a réaffirmé son soutien aux aspirations démocratiques du peuple biélorusse, que nous ne devons pas oublier, et condamné la répression qui malheureusement continue, voire s'amplifie, de la société civile. L'Union européenne a notamment appelé les autorités de Minsk à respecter l'état de droit, à libérer immédiatement les prisonniers politiques nombreux détenus dans ce pays. Je vous rappelle d'ailleurs que dans les régimes de sanctions que nous avons pris depuis le 24 février, ou plus exactement le 26 février, la Biélorussie et des responsables biélorusses ont aussi été visés par des sanctions supplémentaires liées à une implication directe ou indirecte dans le conflit ukrainien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, de tous ces propos. Je pense que vous aurez peut-être à y répondre dans les questions posées, mais dans celles que j'avais posées, il y avait une question sur le partenariat oriental et sa vision. Je ne sais pas, on va attendre peut-être le déroulé et puis vous y reviendrez. Un peu précis sur la sécurité alimentaire. Voilà. On va commencer, si vous voulez, la liste des orateurs parce j'en ai 16 inscrits. Ce que je vous propose, c'est qu'on en prenne 8 pour ne pas perdre le fil des questions. Vous répondez et on fait la deuxième huitaine ensuite. On va commencer par André Reichert. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur le concept de la communauté politique européenne dont vous avez parlé. On en distingue naturellement encore mal les contours, mais une chose est ressortie clairement du discours du Président de la République. Ce projet s'adresserait à l'ensemble des pays européens, même s'il a d'abord été imaginé en réponse à l'acte de candidature de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Or, ces derniers pays, sont au même titre que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vous le savez bien, liés à l'Union européenne par le partenariat oriental, dont vient de parler le Président, dont les objectifs sont clairs, le renforcement de l'association politique et de la coopération économique entre l'Union européenne et ses voisins. Ces objectifs sont proches de ceux fixés à la communauté politique européenne par le Président de la République. Les conclusions du dernier Conseil ont confirmé qu'elles n'avaient pas vocation à se substituer ni au processus d'élargissement, semble-t-il, ni aux politiques et instruments existants de l'Union européenne, dont acte. Mais on peut s'interroger à quel niveau se situera alors la véritable valeur ajoutée de la CPE, Communauté politique européenne, par rapport au partenariat oriental. D'autant que ce dernier a entamé sa mue, vous le savez bien, depuis décembre de l'année dernière, vers plus de flexibilité et de différenciation en fonction des spécificités et des évolutions des pays concernés. Et de nouveaux outils seraient envisagés pour s'adapter au contexte géopolitique. Par exemple, dans l'énergie, où l'Azerbaïdjan pourrait aider l'Europe à sortir de sa dépendance aux énergies russes. Attention donc à ne pas fragiliser par des projets encore incertains la dynamique positive et les acquis du partenariat oriental qui, malgré certaines limites, a tant bien que mal réussi à arrimer le destin de la plupart de ces pays à celui de l'Europe plutôt qu'à celui d'autres grandes puissances. Vous voyez de quoi je veux parler. Monsieur le ministre, en résumé, ma question est simple. Comment envisagez-vous l'articulation entre le partenariat existant et la communauté à venir? Je voudrais dire que, Monsieur le Ministre, je procède tout à l'heure à des auditions pour la Commission des lois à 14h30. Si je n'étais plus là au moment de notre réponse, veuillez m'en excuser, mais naturellement, je serai très attentif aux conclusions que vous nous donnerez. Merci, Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais bien évidemment revenir sur une bonne part de vos propos, puisque en décidant d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de pays candidat, et en reconnaissant la perspective européenne de la Géorgie, le Conseil européen a effectué un geste politique très fort à l'égard de ces pays. Et dans le même temps, en tenant une réunion préalable avec les pays des Balkans occidentaux, le Conseil a marqué sa volonté de poursuivre la politique d'élargissement dans un contexte géopolitique qui pourrait les inquiéter.
Cette décision est une marque symbolique et politique de confiance envers la capacité de ces pays à progresser pour remplir les critères définis à Copenhague. C'est aussi un acte de foi dans la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux membres auxquels elle n'était liée jusqu'à présent que par des accords d'association et de libre-échange, dans le cadre du partenariat oriental que mon collègue vient de mentionner. Et dans le cadre aussi de la politique européenne de voisinage. Ce partenariat demeure valide, mais change de dimension, d'où ma question qui est triple. Pour la première fois de son histoire, l'élargissement de l'Union européenne pourrait-il être déconnecté de son approfondissement, alors que le Conseil européen, je cite, prend note dans les mêmes conclusions des propositions de la conférence sur l'avenir de l'Europe, dont il recommande un suivi efficace, là aussi, je cite. Un tel suivi ne passe-t-il pas, selon vous, par la réunion d'une convention, comme le demande le Parlement européen, chargée de réformer le fonctionnement de l'Union européenne, dont nous connaissons les limites à 27 et que vous avez soulignées, et qui ne peuvent être franchies au prochain élargissement. Dans l'intervalle, à mon tour de vous interroger sur le contenu concret au regard du discours du président de la République du 9 mai dernier, de la communauté politique européenne qu'il appelle de ses voeux, pour tisser avec tous les pays européens voisins des solidarités de fait, des coopérations tangibles, je le cite là aussi, de telle sorte que l'on soit en capacité clairement de définir s'il s'agit d'une salle d'attente ou d'un partenariat renforcé, alors que d'autres puissances, ça a été aussi dit par André Achard tout à l'heure, ont un œil très avisé et regardent de très près ce qui se passe dans ces pays. Merci Didier. Alors en visio, nous avons Véronique Guillotin. Véronique. Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ? Très bien, Véronique. Ok, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Comme cela a été rappelé donc par vous-même et le Président, la décision à l'unanimité d'accorder le statut de pays candidat à l'Ukraine et la Moldavie a été le fait marquant du Conseil européen des 23 et 24 juin. Je crois en effet qu'il est important que l'Union européenne soutienne l'Ukraine et la Moldavie dans le contexte que nous connaissons. Mais ma question ici va porter plus particulièrement sur la Moldavie. La présidente de la République moldave a été élue en effet sur un programme courageux de lutte contre la corruption et de réforme de la justice, avec comme objectif un rapprochement avec les standards européens. L'un des moyens de la soutenir est de lui permettre de montrer à sa population des résultats à la fois concrets et rapidement perceptibles dans leur vie quotidienne. Et je crois que c'est un enjeu crucial que j'ai à la fois perçu dans les différents échanges et par voie de presse, mais également lors de mon déplacement avec le groupe d'amitié en mai dernier. La tâche semble immense, que ce soit dans le domaine de l'énergie, du secteur bancaire, de la valorisation des matières premières agricoles, des exportations ou encore des réformes de la justice, je viens de l'évoquer. Monsieur le ministre, quelles vous semblent être les priorités à privilégier lors du processus de préadhésion pour orienter le programme de soutien et d'aide que l'on apporte à ce pays ? Merci Véronique. Catherine Morin-Desailly qui est avec nous. Bien, Monsieur le ministre, d'abord je tiens à saluer votre engagement et votre travail dans le cadre de cette présidence française de l'Union qui s'achève et du dialogue permanent que vous avez bien voulu mener avec nous et qui va se poursuivre. Alors ma question va porter sur la politique énergétique de l'Union et la coordination des États membres. Vous l'avez évoqué, vous avez parlé des inquiétudes, des constats extrêmement préoccupants, d'un plan de stockage renforcé, d'un plan de réduction de la demande énergétique ainsi qu'un plan de diversification de ces énergies. Maintenant, je voudrais vous interroger plus concrètement sur les mesures que le gouvernement et l'Union pourraient prendre dans les prochains mois pour remédier en réalité à la problématique spécifique de l'approvisionnement. Parce que c'est bien ça la question. Les besoins en énergie dans les mois à venir, tout particulièrement l'hiver prochain, vont être là. Près de 40% du gaz utilisé par l'Europe vient de la Russie. Cela représente à peu près 10% de l'énergie consommée par l'Union. Et bien sûr, cette dépendance, elle varie selon les États membres, chacun étant maître aussi de son bouquet énergétique.
Et j'ajoute que les pays membres de l'Union producteurs de gaz ont des ressources qui déclinent fortement et ils ne peuvent pas, eux non plus, forcément augmenter la cadence. Donc, en dépit des mesures de sobriété énergétique possibles, on aura besoin de gaz. Donc, concrètement, quelles actions, quels projets? Parce que vous parlez de plan d'action, mais c'est pas très, les objectifs de l'Union ne sont pas très clairs. Je prends un exemple. Les importations de gaz liquéfié des États-Unis ont considérablement augmenté au premier trimestre 2022. On ne peut que s'en réjouir. Elles ont été multipliées par 5 par rapport à 2019. Mais cela nécessite de développer de nouvelles infrastructures de transformation et d'acheminement du gaz en réseau. Voilà des projets extrêmement concrets. Est-ce qu'il est prévu justement de travailler sur ces questions très précises? Excellente question. Patricia Schillinger. Patricia Stem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on sait très bien que la succession de crises auxquelles a dû et doit encore faire face l'Union européenne renforce les attentes qu'ont les citoyens vis-à-vis de celle-ci. Elle s'exprime en conséquence une forte demande de protection. Donc oui, la guerre, la mondialisation, l'inflation et au virus, face au virus. Mais moi, je souhaite vous attirer sur 2 sujets. D'abord, celui du salaire minimum européen. Et le deuxième sera la reconnaissance du droit de l'avortement au niveau de l'Union européenne. Donc, sur les 25 pays de l'Union, 6 n'ont pas de salaire minimum, tandis qu'entre les pays qui disposent d'un tel salaire, les écarts peuvent être très importants. La garantie d'un salaire minimum représente une véritable protection pour les salariés, tandis que l'élargissement d'un tel salaire à tous les pays européens représenterait une protection contre le dumping social pour les entreprises des pays qui en disposent. L'aboutissement de la directive sur les salaires minimums était l'une des priorités de la présidence française de l'Union qui s'achève. Aussi, j'aimerais vous entendre sur le contenu de l'accord qui a été récemment trouvé sur cette directive et l'impact concret que celle-ci pourrait avoir sur les salaires. L'autre question porte sur le droit des femmes et plus précisément les droits de l'avortement. L'actualité démontre que ce droit est loin d'être garanti. Sans parler de ce qui se passe aux États-Unis, on observe régulièrement des tentatives de restreindre ce droit un peu partout en Europe. Le président de la République et vous-même, vous vous êtes prononcé en faveur d'une intégration de ce droit à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Comment la France peut-elle œuvrer pour contribuer favorablement à une telle intégration et sous quel délai? Un consensus sur cette question parmi les États membres vous semble-t-il atteignable? Merci. Merci Patricia. Franck Menonville. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, la guerre en Ukraine nous rappelle cruellement que l'alimentation peut être une arme. Vladimir Poutine l'exploite avec cynisme. Après un chantage aux hydrocarbures, il s'est maintenant lancé dans un bras de fer alimentaire avec la communauté internationale. Face à cela, nous devons réaffirmer la nécessité d'une souveraineté alimentaire de l'Europe. Nous avons nos propres leviers, mais nous devons les adapter à la situation géopolitique actuelle. L'Europe s'est mobilisée depuis sa création au travers la PAC, première politique intégrée de l'Union européenne pour assurer son autonomie alimentaire. Depuis plusieurs décennies, on constate qu'elle est fragilisée et nous ne pouvons que le déplorer. Ma question est multiple. Où en est la mobilisation des stocks ukrainiens? Quid des contraintes de jachère obligatoires prévues dans les nouvelles dispositions de la PAC mais également les dispositions du pacte vert? Sommes-nous en mesure d'espérer que la Commission européenne intègre la nouvelle donne géopolitique et géostratégique européenne? L'Europe doit cesser de faire preuve de naïveté. La France est encore aujourd'hui l'une des premières puissances agricoles de l'Union européenne, mais sa balance commerciale connaît une érosion depuis 2015. Elle perd en compétitivité sur de nombreux secteurs. Le plan stratégique national proposé pour 2023-2027 par le ministre de Normandie ayant été déclaré insuffisant pour faire face aux enjeux du monde agricole, qu'en est-il? Concernant la stratégie Farm and Fork, qu'est-il envisagé? Il faut se ressaisir, nous devons actuellement faire face à la désindustrialisation de notre pays. Nous avons la chance d'avoir une agriculture forte, ne faisons pas de notre agriculture ce que nous avons fait de notre industrie.
Il est plus que nécessaire de mettre ces questions à l'ordre du jour du prochain Conseil européen. Il en va de l'avenir de l'Union européenne, de notre souveraineté alimentaire et de notre indépendance. Merci Franck. Jacques Fernic. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question en 3 points. Vendredi dernier, des jeunes Africains sont morts alors qu'ils tentaient en force et en nombre de passer la porte de l'Union européenne dans l'enclave espagnole de Melilla, encerclés, matraqués, gazés, avec parfois les blessés laissés sans secours pendant des heures. Au moins 23 morts, on parle peut-être de 37. Prioriser la sécurité des migrants, éviter l'usage excessif de la force, respecter les droits fondamentaux. Où sont ces impératifs dans cette coopération entre l'Espagne et le Maroc qui agit en gendarme à la frontière de notre Union? À une autre porte de l'Europe, on l'apprend hier par l'enquête solide du Monde, du Spiegel et du Guardian, qui révèle comment la police grecque enrôle certains migrants encadrés par des passeurs pour refouler illégalement en bateau vers la Turquie des migrants. Donc l'échec des politiques migratoires sécuritaires actuelles nous conduit au pire et à l'inadmissible. N'est-il pas temps d'en sortir? Le deuxième point, c'est mon groupe, évidemment, approuve totalement la décision d'octroyer le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, alors que 4 longs mois de guerre russe ont tragiquement banalisé l'horreur et que la solidarité pourrait s'émousser. Cette décision historique redonne vigueur à cette solidarité. Ce statut, on le pense les uns et les autres, ne doit toutefois pas être un cantonnement dans une antichambre qui serait sans issue pour des décennies. À cet égard, quelles pourraient être les plus-values concrètes de cette communauté politique européenne? Et troisième point, enfin, l'Union européenne aurait pu être la première à entériner le projet de taxe sur les multinationales en faisant de l'accord fiscal obtenu à l'OCDE une réalité incorporée dans le droit européen. On regrette le blocage hongrois. À la fin de la présidence française, cet échec interroge. Quel avenir pour cette taxe? Ne faut-il pas s'engager dans la voie d'une procédure de coopération renforcée pour permettre aux États européens prêts à œuvrer ensemble pour la justice fiscale d'avancer? Merci Jacques. Alors Cyril Pellevat en visio. Je vais demander à nos collègues qui sont en visio ou d'allumer leur caméra en permanence ou simplement au moins quand ils prennent la parole. Merci. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc moi je vais revenir également sur le fait marquant de la semaine dernière, à savoir l'accession de l'Ukraine et de la Moldavie au statut de candidat à l'UE. Il ne fait aucun doute de l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie prendra plusieurs années. Le fait que ces pays aient eu aussi rapidement le statut de candidat nous prouve donc que lorsqu'il y a une volonté politique, il est possible d'accélérer significativement certaines étapes du processus d'adhésion. Cela me conduit donc à m'interroger sur la façon dont l'Union européenne pourrait optimiser les diverses étapes de l'adhésion et ainsi accélérer le processus. Existe-t-il des réflexions ou travaux de l'Union européenne ou de la France à ce sujet, outre l'idée d'une communauté politique européenne qui devra de toute façon rester parallèle au processus d'adhésion? Des pistes sont-elles explorées afin d'améliorer l'accompagnement des pays candidats dans leur mise en conformité avec le droit de l'UE ou encore pour faciliter la phase de négociation qui succède à la phase de candidature? Je vous remercie. Merci. Je vais déroger un petit peu à la règle de départ. Je vais demander à Jean-Michel Arnaud de poser sa question. Il me l'a demandé parce que c'est une question quasi identique avec une question qui a été posée. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Effectivement, Madame a évoqué, notre collègue, la question de l'IVG. Effectivement, le 19 janvier dernier, le Président de la République avait formellement, lors de l'inauguration de la présidence française de l'Union européenne devant le Parlement européen, exprimé sa volonté d'actualiser la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en y intégrant notamment le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Je rappelle que cette charte est contraignante pour les États membres, mais elle est aussi de même valeur juridique que celle des traités, et donc tout citoyen peut s'en prévaloir en cas de non-respect de ses droits par un texte européen. Or, que constatons-nous depuis cette date? Roberta Metsola, eurodéputée de Malte, membre du groupe du PPE, a été élue présidente du Parlement européen en dépit de sa position contre l'avortement. La Cour suprême des États-Unis a annoncé sa décision de révoquer le droit à l'interruption volontaire de grossesse, laissant la liberté à chaque État d'y autoriser sa réalisation ou non. Et certains États membres, tels que Malte ou la Pologne, continuent de limiter, voire d'interdire l'accès à ce droit. Ces éléments traduisent un immobilisme, voire un recul en matière de droit à l'IVG pour les femmes européennes. En tant que membre de la délégation des droits de femmes et d'égalité hommes-femmes, j'aimerais connaître, Monsieur le Ministre, comme ma collègue, l'état d'avancement des discussions concernant une potentielle intégration du droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je crois que les femmes européennes l'attendent.
À vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais procéder dans l'ordre et comme ça j'espère tenir le temps pour que le sénateur Reichardt puisse écouter la réponse et suivre ses obligations ensuite. Sur la question, et ça répond aussi à une des questions que vous m'avez posées, Monsieur le Président, du partenariat oriental et de la communauté politique européenne plus généralement. Pour être très clair, il ne faut certainement pas que cette initiative de la communauté politique européenne, je ne sais pas quel sera le nom final, soit une duplication de l'existant. Bon, nous n'avons pas attendu la guerre et la situation actuelle pour avoir une politique de voisinage et des forums de discussion parfois assez intégrés, assez poussés. Le partenariat oriental en fait partie. En revanche, la conviction initiale de la France et du président en proposant cette réflexion sur la communauté politique européenne consiste à dire l'Union européenne en tant qu'ensemble institutionnel ne résumera jamais, ne couvrira jamais tous nos éléments de coopération européenne. Donc il y a une géographie et une histoire continentale, une communauté de valeurs. Nous avons ce débat au sein du Conseil de l'Europe, que la Russie a d'ailleurs quitté, qui nécessite des coopérations politiques avec des pays qui peut-être pendant longtemps ou pendant très longtemps, voire éternellement, autant qu'on puisse le dire, ne seront pas des membres de l'Union européenne. Et nous n'avons pas aujourd'hui ce cadre commun. Le partenariat oriental réunit régulièrement 6 pays du partenariat et les pays de l'Union européenne, mais pas à la même table que les États des Balkans occidentaux, par exemple. Et donc nous n'avons pas ce cadre politique intégré. Donc l'idée est double, elle est d'avoir des réunions politiques régulières pour discuter sur des sujets d'intérêt commun, géopolitique, sécuritaire éventuellement, avoir par exemple un sommet de la communauté politique européenne où il y aurait à la fois les membres de l'Union, les pays des Balkans occidentaux s'ils le souhaitent, l'Ukraine demain, la Moldavie et évidemment dans une toute autre catégorie des pays qui pourraient être intéressés, je ne sais pas s'ils le seront, mais comme le Royaume-Uni ou comme la Turquie. Qui pourrait partager un certain nombre de mesures de réaction géopolitique à une crise comme celle que nous vivons avec la Russie et d'autres. Et puis d'avoir, au-delà d'une coordination politique régulière et d'une communauté de valeurs, des coopérations sur certaines politiques qui peuvent s'inspirer de ce qu'on fait dans l'Union européenne, mais s'étendre à des pays qui ne sont pas aujourd'hui ou ne seront pas des membres de l'Union européenne en matière d'énergie, en matière de transport, en matière spatiale. On peut imaginer un certain nombre de domaines de coopération politique. Mais aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas ce format continental. Alors vous me direz, la vraie duplication risquée, me semble-t-il, sera peut-être le Conseil de l'Europe, puisque nous avons déjà une forme de grande Europe des valeurs, mais d'un certain nombre de droits garantis. Mais peut-être qu'il faudra se poser la question, mais procédons de manière pragmatique. Si la communauté politique européenne se met en place, si elle commence à fonctionner, peut-être qu'il y a des formats qui existent aujourd'hui et qui demain devront être fusionnés, rationalisés, autres. Bon, je pense qu'il vaut mieux pas commencer comme ça. Il vaut mieux commencer par se dire, créons cette table commune qu'est la communauté politique. C'est une idée qui n'est pas totalement nouvelle, vous le savez, elle avait été proposée par le président Mitterrand sous forme de confédération européenne. D'ailleurs, l'histoire veut que c'était en Tchécoslovaquie à l'époque que la première réunion s'était tenue, à Prague même, et cette initiative n'a pas prospéré pour 2 raisons dont nous devons tirer les leçons. D'abord parce qu'elle était étendue à la Russie, à l'évidence ce ne serait pas le cas ici, et parce qu'elle était vue comme une alternative précisément fermant la porte à l'élargissement. Et donc ce n'est pas ça que nous proposons non plus. C'est soit un sas, soit un complément pour des pays qui attendent de rentrer dans l'Union européenne pendant de longues années ou qui ne veulent pas le faire et qui légitimement ne veulent pas le faire et pourraient coopérer néanmoins avec nous sur quelques sujets. Une dernière chose là-dessus, parce que je crois que le sujet est important, même s'il mérite encore beaucoup de travail. Pour le dire de manière un peu crue, il ne faut pas qu'on répète les erreurs qu'on a faites avec les Balkans occidentaux. Parce que nous avons donné une perspective européenne aux Balkans occidentaux. Sous présidence française en 2000, aucun des 6 pays des Balkans occidentaux n'est aujourd'hui rentré dans l'Union européenne. Donc il y a un malentendu réciproque, des réticences dans l'Union, une fatigue de leur part de négociation ou d'attente même de la négociation, nous le voyons, avec des conséquences géopolitiques qui nous touchent. C'est le développement de trafic, c'est le développement de mafia, c'est le développement de filières illégales qui touchent nos quartiers, nos trafics de drogue, etc. Donc c'est concret là aussi. Et donc nous avons besoin d'être là aussi honnêtes. Si un pays comme l'Ukraine, mais je l'étends à d'autres, a vocation dans des années à rentrer dans l'Union européenne, ne nous laissons pas tomber en attendant. Et donc avoir un forum de coopération politique qui peut aujourd'hui apporter un certain nombre de bénéfices, certaines politiques, certains financements, certaines réunions politiques communes, je pense que nous avons intérêt à le faire, pour ne pas créer une forme de vide
entre l'adhésion complète ou rapide, qui n'arrivera pas tout de suite, on le sait, et rien du tout. Et donc une forme de désespérance. Donc c'est en tout cas cette intuition qu'il faut qu'il y ait ce complément politique et de coopération dans certains domaines très concrets. J'ai cité l'énergie et les transports, mais on peut en imaginer d'autres. Voilà, et donc si ça fonctionne, peut-être qu'il faudra, je le disais, demain, mais attendons, que des formats qui existent aujourd'hui ne se tiennent plus, mais pour l'instant il vaut mieux garder le partenariat oriental en attendant d'avoir quelque chose d'autre qui fonctionne. J'espère que ça répondait aussi, Monsieur le Président, à votre interrogation sur ce sujet. Je réponds aux questions de Didier Marie, aux 3 questions. J'ai un peu traité la première, mais c'est précisément pour éviter l'opposition, élargissement, approfondissement qu'on plaide aussi pour cette communauté supplémentaire. Parce que sinon, on se retrouve dans le dilemme éternel, que nous n'avons jamais totalement résolu, sauf, disons-le franchement, parfois à sacrifier l'approfondissement, en disant la seule politique de l'Union européenne dans son voisinage et dans sa zone d'influence immédiate, c'est l'élargissement. Et donc il n'y a rien, puis l'absorption en quelque sorte. Je pense qu'il faut un continuum, et parfois pour certains États, je le redis, peut-être la Turquie, peut-être le Royaume-Uni, une situation durable dans laquelle ils seront dans cette communauté sans être forcément dans notre Union. Sur la réforme de l'Union européenne, elle est, j'allais dire, d'autant plus nécessaire, mais quoi qu'il arrive nécessaire. Même si nous restions durablement à 27, on voit bien que nous avons des dysfonctionnements à corriger. J'y reviendrai sur la question de la fiscalité et de la taxation des multinationales, c'en est un. Et donc le président a marqué sur ce sujet toujours sensible son ouverture et sa disponibilité, celle de la France, à ce qu'on engage une convention et potentiellement une révision des traités. Avec 2 précisions que je me dois de faire. D'une part, je me dois de vous dire qu'il n'y a pas de consensus entre les États membres pour ce faire, bon, soyons clairs. Donc je ne sais pas si nous serons capables de lancer un tel travail. Deuxièmement, quand bien même nous le lancerions, il ne faut pas là non plus qu'on attende la révision des traités pour faire des choses qui réforment l'Union européenne. Beaucoup de renforcement de nos politiques concrètes en matière de souveraineté alimentaire, en matière climatique, en matière commerciale, nous en avons souvent parlé ici, peuvent se faire avec de simples législations complémentaires ou des décisions de la Commission dans certains cas ou des coopérations entre certains États membres sans qu'on attende, si je puis dire, le grand soir de la révision des traités qui, quoi qu'il arrive, même si on le déclenchait assez rapidement, prendrait du temps. Et donc on n'a pas à attendre 5 à 10 ans avec l'incertitude que l'on connaît sur un processus de ratification pour réformer notre Union européenne et prolonger cet agenda de souveraineté. Voilà, donc je crois que je réponds ainsi aussi à la question sur la salle d'attente ou le partenariat renforcé. Je puis dire, c'est un peu les deux, mon général, que nous essayons de mettre en place. Pour répondre aux questions de Madame la sénatrice Guillotin sur la Moldavie en particulier, je voulais vous donner quelques éléments. D'abord, nous avons un soutien politique apporté, vous l'avez vous-même rappelé, je n'y reviens pas, à la présidente Sandu qui est courageuse, avec beaucoup de pression, un contexte géopolitique compliqué, défend un engagement européen. Je crois que c'est aussi pour cette raison que nous ne pouvions pas prendre le risque de perdre la Moldavie dans son effort de réforme et son engagement européen. Et donc la reconnaissance du statut de candidat était aussi un signal géopolitique à cet égard. Mais en attendant, il y a un soutien très concret. La France a mobilisé aujourd'hui plus de 16 millions d'euros d'aide budgétaire et d'aide d'urgence à elle seule. Plus de 37 tonnes de matériel humanitaire ont été livrées. Et quand je prolonge ce soutien au niveau de l'Union européenne, c'est au total plus de 120 cadres de notre ici dans le jargon qui ont été mobilisés par toute l'Union. Et nous avons organisé, vous le savez sans doute, une conférence des donateurs le 5 avril dernier à Berlin qui a permis au total, en incluant les chiffres que j'ai donnés pour la France et pour l'Union européenne, de mobiliser presque 700 millions d'euros de dons internationaux qui sont déjà largement déployés pour l'accueil des réfugiés, pour le soutien à certaines mesures en matière de prix de l'énergie pour qu'il n'y ait pas des prix ou des manques d'approvisionnement tels que la population moldave se retrouve en très grande difficulté. Nous avons un effort budgétaire déjà important que nous sommes prêts, le président l'a rappelé, à renforcer encore dans les mois qui viennent. Sur les questions que vous avez posées, Madame la sénatrice Morin-Desailly, merci pour vos mots amicaux et bienveillants. Sur la question très sensible des achats d'énergie, disons-le franchement, nous avons encore beaucoup à faire. Tous les pays européens ont réalisé que nous avons pour l'hiver prochain en particulier des efforts très importants à faire. Il y a plusieurs leviers que nous devons actionner de manière coordonnée avec une coordination qui est encore imparfaite.
La question du stockage, je l'ai évoqué, mais c'est important parce que c'est pour l'hiver prochain une des réponses importantes. On peut et on doit reconstituer nos stocks. La France fait partie des États de l'Union européenne qui ont une législation contraignante et qui ont des stocks remplis à près de 60% à l'heure où nous parlons, ce qui est plutôt dans la moyenne haute ou très haute de l'Union européenne. Beaucoup de pays avaient au début de la guerre, même si des efforts ont été faits depuis, des stocks, y compris l'Allemagne, remplis seulement à hauteur de 30%, ce qui fait qu'on ne peut pas affronter des absences de livraison ou des réductions de livraison russes en particulier. Je rappelle au passage que la France est moins dépendante que la plupart des pays de l'Union européenne à cet égard, puisque le gaz russe ne représente que moins de 20% de nos approvisionnements en gaz et que le gaz lui-même représente environ 20% de nos approvisionnements en énergie contre plus de 30% en Allemagne. Mais ça ne suffira pas de stocker pour l'hiver prochain. Il faut diversifier d'ores et déjà nos approvisionnements. Cela fait l'objet de mesures nationales parfois coordonnées, parfois identiques en tout cas, de développement de contrats alternatifs ou d'infrastructures complémentaires. Et d'infrastructures complémentaires. C'est notamment les annonces qu'a faites encore la semaine dernière la Première ministre, avec l'idée que dès 2023, nous aurions un terminal méthanier supplémentaire au Havre pour que nous puissions réceptionner des livraisons de gaz liquéfié supplémentaires. Il y a une mesure que nous avons d'ores et déjà prise, vous l'avez rappelé, au niveau européen, de manière coordonnée, c'est un contrat supplémentaire avec les États-Unis d'Amérique que Mme von der Leyen avait négocié collectivement il y a quelques semaines. Mais on n'est pas encore au bout de cet effort de coordination. C'est l'objet des demandes de précision que nous avons faites pour le mois de juillet à la Commission. Je crois qu'on devrait, plutôt que d'avoir une stratégie qui peut être compétitive entre nous, d'avoir des négociations avec certains pays producteurs, notamment de gaz liquéfié, dans les semaines qui viennent pour que, avec des pays du Golfe, avec les États-Unis, avec d'autres pays, nous puissions renforcer nos approvisionnements pour l'hiver prochain. Et puis cela accélère aussi, mais c'est du moyen long terme, notre stratégie de sortie des énergies fossiles, à l'évidence, mais soyons clairs aussi, ce n'est pas pour l'hiver prochain que nous pourrons nous passer globalement en Europe, même si la France est mieux positionnée que d'autres, du gaz à cette échéance. Et parmi les leviers complémentaires, il ne fera pas tout le chemin évidemment, les efforts de sobriété énergétique sont importants aussi, nous l'avons dit, plusieurs dirigeants d'entreprises énergétiques eux-mêmes l'ont justement rappelé, et beaucoup de pays européens sont engagés pour leurs administrations publiques, pour leurs collectivités locales, pour les citoyens et les entreprises, dans des plans de sobriété énergétique complémentaires. Je rappelle enfin que la stratégie de long terme que je mentionnais, la Commission européenne a souhaité la renforcer avec un plan qu'on appelle, pour l'anglicisme, Repower EU, qui est très important puisque la Commission, dès le mois de mars, avait, par la combinaison de ces leviers, indiqué que nous pouvions nous passer dès l'an prochain, si nous activons tous ces leviers en même temps, de 2/3 des livraisons d'hydrocarbures russes. Ce sera fait pour le pétrole, ce sera possible pour le gaz si nous renforçons ces efforts, et totalement débarrasser de ces importations, de ces dépendances à l'horizon 2027. Mais je pense que les choses s'accéléreront encore. L'Allemagne a déjà dit qu'elle sortirait en 2024 de la dépendance aux hydrocarbures russes, donc nous avons besoin d'accélérer nous aussi ces efforts. J'accélère un peu pour répondre aux questions de Madame la sénatrice Schillinger. Sur le salaire minimum européen d'abord. Pour être très concret, que change la directive ? D'abord, elle imposera à tous les États membres, dont les 6 qui n'avaient pas de dispositif, d'avoir un salaire minimum. Soit par la voie légale, comme nous le faisons en France, soit par la voie d'un dispositif de négociation collective, un dispositif conventionnel. C'est ouvert. Il y a des pays, notamment au nord de l'Europe, qui sont très bien protégés avec des dispositifs de convention collective, donc il ne s'agit pas de casser ces modèles. L'obligation aussi, ça c'est très important, c'est une vraie obligation, d'avoir au moins 80% des travailleurs dans tous les pays couverts par une négociation collective. Et tous les pays qui sont en dessous devront indiquer comment ils dépassent cet objectif de 80%. Et je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est plus d'une dizaine de pays qui sont en dessous de cet objectif. Donc c'est un vrai changement. Pour être très clair, pour la France, ça ne changera pas l'existence de notre SMIC, il est prévu par la loi, ni le niveau, nous sommes très au-dessus de la moyenne européenne, tant mieux, mais ça luttera pour nous-mêmes contre le dumping social. Ça fait partie des mesures complémentaires qui vont tirer dans des pays à forte concurrence salariale, nous le savons, dans le secteur du transport routier ou du bâtiment notamment, en complément de la réforme du travail détaché, les salaires minimaux, les salaires vers le haut. Et donc c'est aussi une mesure pour les Français de lutte contre le dumping social. Et puis il y a des niveaux de salaire indicatifs
qui sont fixés. Là, je suis honnête, il ne s'agit pas d'une obligation, même si j'espère que nous irons plus loin dans l'avenir. 60% du salaire médian, 50% du salaire moyen pour la fixation de ce salaire minimum dans chaque pays. Nous sommes au-dessus de ces objectifs en France, mais pour les pays qui vont mettre en place ces dispositifs, c'est une orientation qui est donnée et qui fera l'objet aussi de rapports annuels. Donc il y aura un effort de transparence qui pourra exercer une pression politique ou syndicale dans ces différents pays. Sur la question de l'avortement, j'en profite pour répondre en même temps aux questions de monsieur le sénateur Arnaud. Il y a 2 pays européens aujourd'hui où il y a de droit ou de fait plus d'interruption volontaire de grossesse reconnue. Soyons honnêtes, c'est le cas pour Malte, c'est assumé. Toute formation politique confondue, ça renvoie à la position de la présidente Metsola. Et de fait pour la Pologne, puisque la décision judiciaire de l'an dernier, fin 2020, a réduit à un très petit nombre de cas les autorisations d'interruption volontaire de grossesse. Et donc nous avons aujourd'hui un différend politique avec ces pays. Les traités aujourd'hui ne prévoient aucune compétence européenne en la matière et donc c'est la raison pour laquelle le président avait dit, en enrichissant progressivement notre socle de droits sociaux, de droits fondamentaux, puisque une charte a été adoptée en l'an 2000 déjà sous présidence française, nous pourrions ajouter le droit à l'avortement. Malheureusement, l'actualité américaine renforce encore cette nécessité. Là aussi, je suis tout à fait transparent. Il faut l'unanimité. Ça n'est pas acquis, mais la Charte des droits fondamentaux elle-même a été un combat de plusieurs années il y a 20 ans, et donc je crois que nous devons en tout cas engager ce combat. Je ne peux pas vous donner de calendrier. Si j'interrogeais nos partenaires polonais ou maltais et peut-être quelques autres, ils seraient à l'évidence réticents. Mais si nous n'ouvrons pas ce débat, ce combat politique, nous ne le gagnerons pas. Donc je crois qu'il vaut la peine d'être mené en complément d'initiatives nationales qui peuvent être prises à beaucoup plus brève échéance, bien sûr. J'en profite pour ajouter un point de préoccupation que vous n'avez pas souligné mais qui touche à la situation polonaise, c'est que cela a des conséquences très concrètes. Nous avons beaucoup aujourd'hui de réfugiés ukrainiennes qui ont vécu des actes de violence sexuelle ou sexiste, jusqu'à des viols, qui se retrouvent en Pologne, accueillis, je dois dire généreusement par la société polonaise, mais qui se trouvent empêchés d'un droit qui existait dans leur pays, d'interruption volontaire de grossesse. Et donc, avec la ministre chargée de l'égalité, Madame Rome, nous prendrons dans les prochains jours des initiatives de soutien. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais je voulais déjà l'indiquer devant votre commission. Pour répondre, je reprends le fil aux questions de M. Ménouville sur la question agricole et alimentaire. Alors nous faisons 2 choses en effet, l'une vis-à-vis de l'extérieur par ces initiatives européennes et internationales, d'extraction, si je puis dire, des récoltes ukrainiennes. D'abord dans les silos où le grain est stocké aujourd'hui, nous avons plusieurs dizaines de millions de tonnes à évacuer et un rythme de livraison par voie terrestre, puisque la voie maritime reste bouchée, qui doit s'accélérer très fortement. Ça nécessite de mobiliser des opérateurs ferroviaires, très concrètement des containers, des modalités de transport fluvial ou ferroviaire que j'indiquais, de travailler avec la Roumanie et la Pologne en particulier pour accélérer la capacité de livraison. Nous sommes en train de monter en régime, mais avec la Commission européenne, nous travaillons aussi, et maintenant la nouvelle présidence tchèque, à renforcer ces soutiens matériels en wagons, en barges, etc., pour accélérer ces capacités de livraison par d'autres routes, en préparant aussi la prochaine saison et les prochains stockages pour que nous n'ayons pas de pertes plus importantes encore. Et puis vous avez raison, je réponds ainsi à la deuxième question que je n'avais pas traitée de Monsieur le Président Rapin sur l'adaptation de nos règles européennes. À l'évidence, le Président de la République l'avait dit publiquement et à la présidente de la Commission européenne, nous devrons adapter notre stratégie dite de la ferme à la fourchette. Je crois on ferait une erreur parce qu'il ne faut jamais que le court terme écrase le long terme, de renoncer à nos objectifs environnementaux en particulier. Ce serait une erreur. En termes de réduction des pesticides, en termes de changement des modes de production, nous en avons besoin. C'est aussi un sujet de souveraineté alimentaire pour l'avenir. Mais des règles comme la mobilisation des jachères, ça représente aujourd'hui 4% de surface qui pourrait être rendue disponible rapidement. Le rythme de baisse de production dans certaines filières ou sur certaines surfaces, tout ça, je n'ai pas la réponse finale, mais peut-être et doit être, je crois, rediscuté en effet. Avec l'idée très claire qu'il ne s'agit pas de rediscuter par la fenêtre de la stratégie Farm to Fork dans ses éléments environnementaux en particulier, mais avec une exigence simple, c'est que nous avons un impératif de production.
Ça, je crois que ça mérite d'être redit au niveau européen. De production qui doit être, comme on dit, verdie, qui doit être améliorée, certainement, mais un impératif de production. Un impératif, comme disait mon ancien collègue de Normandie, nourricier. Et c'est encore plus vrai au regard de la situation actuelle, pour nous-mêmes et pour le monde d'ailleurs. Parce que si des pays comme l'Égypte, qui importaient 80% de leur production agricole dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de productions de base, comme le blé, ne peuvent plus avoir accès aux importations d'Ukraine, si l'Europe n'est pas là en substitut, comme exportateur, comme donateur dans certains cas, nous prendrions un danger, nous courrions un risque pour nous-mêmes. Parce que je n'ai pas besoin de faire un dessin pour dire les déstabilisations politiques et géopolitiques qui peuvent résulter de pénuries, voire d'émeutes de la faim dans notre voisinage immédiat. Donc je crois que c'est un impératif de souveraineté pour nos consommateurs, nos citoyens, nos agriculteurs, mais aussi pour notre voisinage le plus immédiat. Donc oui, c'est un des sujets qui est sur la table et sur lesquels nous avions intégré cet élément de souveraineté dans l'agenda dit de Versailles en mars, mais nous attendons aussi des propositions de la Commission pour ajuster cette stratégie. Sur les questions que vous avez posées, monsieur le sénateur Fernic, sur la question migratoire et puis sur la question fiscale. Nous avons vécu à nouveau, parce que malheureusement nous en avons connu un autre il y a encore quelques semaines, un drame à Ceuta, à Melilla, avec au moins 23 morts, ce qui, au-delà de la relation entre l'Espagne et le Maroc, plaide encore davantage pour une politique migratoire européenne. C'est-à-dire des règles de solidarité dans l'accueil, des règles de contrôle aux frontières bien établies avec un code de conduite. Je dois dire que l'Espagne a engagé immédiatement, à la demande du président du gouvernement Sanchez, 3 enquêtes qui feront la lumière sur les faits, voir s'il y a des responsabilités. À l'évidence, et le président Sanchez l'a indiqué dès le départ, il y a eu des passeurs, des trafiquants d'êtres humains, pour rappeler les choses par leur nom, qui ont la première responsabilité dans cette situation. Mais il y a une situation très particulière de ces enclaves espagnoles, comme vous le savez. Nous avons obtenu quelques premiers résultats importants sous présidence française, avec notamment l'acceptation dans un équilibre, celui de la responsabilité avec un filtrage des contrôles aux frontières, mais aussi, et donc un enregistrement systématique des entrées sur le territoire européen, un mécanisme de solidarité qui bénéficiera à des pays comme l'Espagne, comme la Grèce, comme l'Italie, qui peut être opérationnel, déploiement, renforcement de Frontex ou des agences de l'Union européenne en général, et financier pour les contributions de certains pays de l'Est de l'Europe en particulier, qui viendraient pour la première fois enfin en soutien aux pays de première ligne, comme l'est l'Espagne aujourd'hui. Donc établissons les faits. Je ne me permettrai pas d'adresser aujourd'hui un quelconque reproche à l'Espagne. Nous devons au contraire renforcer notre solidarité à son égard, parce qu'elle fait face à un afflux migratoire qui persiste à coup, mais qui est important et qui est notre problème européen collectif. Ce n'est pas l'Espagne seule qui peut faire face. Nous sommes prêts, notamment via Frontex, à renforcer notre soutien. Sur le sujet fiscal, qui, comme vous le savez, est un de mes grands combats depuis plusieurs années avec Bruno Le Maire, je crois malheureusement devoir dire que c'est mon seul regret dans le bilan de cette présidence française, parce que nous avons tout fait, pas seulement la France, d'ailleurs tous les pays européens, pour obtenir un accord. Il avait déjà été obtenu au niveau international. Tous les pays de l'Union européenne, dans ce cadre de l'OCDE, avaient donné leur accord. Et aujourd'hui, un pays, la Hongrie, bloque pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec le texte lui-même l'adoption finale de celui-ci. Bon. Ce qui doit nous interroger évidemment sur l'unanimité en matière fiscale, qui est un réel blocage. Bon. En attendant, ça veut dire que nous devons faire pression maximale, exercer une pression maximale sur la Hongrie pour que cet accord soit ratifié. Il ne peut pas être pris en otage, mais cela, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et de ses suites, renforce la nécessité, qui sera difficile, on le sait bien, mais de changer de mode de décision en matière fiscale. Je crois que cet exemple a fait mûrir le débat, parce que même des pays qui étaient très réticents, je pense à l'Irlande, au Luxembourg, commencent à se dire que ce serait mieux d'être plus efficace en matière fiscale pour que l'Europe ne soit pas bloquée éternellement. Donc en tout cas, nous continuons à faire de au-delà de la présidence, à faire de cette ratification une priorité européenne. Ce serait dommage que l'Europe, qui a permis cet accord international, soit en retard dans sa transposition. Sur les questions qu'a évoquées Monsieur le sénateur Pelva, pour
conclure, sur la question de l'élargissement, oui, nous avons le souhait d'une nouvelle méthodologie. Nous avons commencé à la mettre en place au début de l'année 2020, à la demande de la France. Nous avons une méthodologie qui permet justement cette plus grande différenciation, qui sera valable pour tous les pays qui entreront désormais dans la négociation européenne d'adhésion, mais qui s'applique aussi aux pays qui étaient déjà dans le processus, je pense à la Serbie, et qui permet d'accélérer si nous le souhaitons, si nous le jugeons pertinent. Si un pays fait des efforts supplémentaires, il faut pouvoir le récompenser en quelque sorte et donner espoir, mais aussi avec un principe qui me semble indispensable de réversibilité, c'est-à-dire que comme on clôt des chapitres de négociation, on peut en rouvrir s'il y avait une dégradation de la situation. C'est à mon sens parfaitement logique, et en matière d'état de droit, de développement de la corruption, il faut que ce processus soit plus politique, et donc qu'il accélère quand c'est bien fait, et qu'il ralentisse ou même qu'il revienne en arrière quand il y a des reculs dans tel ou tel pays. Nous voyons que c'est possible aujourd'hui, mais nous avons besoin de donner cet espoir, parce qu'un processus d'élargissement qui n'a pas de perspective, qui n'a pas d'avancée, c'est un processus d'élargissement qui est contre-productif pour tous, parce qu'on crée du désespoir dans les sociétés des Balkans occidentaux, des interrogations dans les nôtres. Je pense qu'il vaut mieux assumer ces élargissements bien construits et permettre l'accélération si nécessaire, le recul si besoin, plutôt que de les enliser dans un processus technocratique qui désespère un peu tout le monde. Les chefs d'État et de gouvernement sont revenus sur la conférence sur l'avenir de l'Europe que vous avez évoquée tout à l'heure, qui a livré ses résultats au mois de mai. Alors, je ne reviendrai pas sur les modalités de fonctionnement de l'exercice, mais je m'interroge tout de même sur sa représentativité et sur sa capacité à traduire sans filtre ni cadre préétabli la réalité de ce qu'attendent réellement nos concitoyens. En effet, alors que la guerre a éclaté sur le territoire européen, alors que les prix s'envolent et que les risques d'une crise économique et sociale majeure se précisent jour après jour, j'ai sincèrement beaucoup de mal à croire que des questions comme celle de la majorité qualifiée au Conseil ou du droit d'initiative du Parlement européen, je rappelle que c'est la Commission qui a l'initiative législative, soient au cœur des préoccupations citoyennes. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ils pensent à autre chose. Et pourtant, elles figurent en bonne place dans les recommandations de la conférence. Et le président de la République n'a pas attendu pour engager, dès son discours du 9 mai, la voix de la France en soutien à un processus de révision des traités que vous avez évoqué tout de suite d'ailleurs. Le même jour, c'est pour le moins rapide d'ailleurs, entre parenthèses, 13 États membres, pas moins, ont adressé une fin de non-recevoir à ce projet, laissant assez explicitement entendre qu'ils le considéraient comme une perte de temps et d'énergie. Ils estiment à raison que beaucoup peut être fait à traité constant pour répondre aux attentes réelles des citoyens. Monsieur le ministre, lors de leur discussion, les chefs d'État et de gouvernement ont-ils laissé entrouverte une porte pour une éventuelle réforme institutionnelle, ou peut-on d'ores et déjà estimer le sujet clos pour l'instant? Et dans ces conditions, la révision des traités est-elle toujours un objectif poursuivi par les autorités françaises, par votre gouvernement et par le président de la République? Et si oui, quel contenu entendez-vous leur donner? Merci Alain. Patrice Joly. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Permettez-moi de poursuivre la question de Jacques Fernique sur la taxation, sur l'unanimité et sur l'état de droit. Revenir sur l'impôt sur les bénéfices des multinationales, dont le taux avait été envisagé à 15%. Beaucoup considéraient que c'était déjà un taux insuffisant. Néanmoins, c'était un taux qui permettait, selon les estimations, de percevoir entre 50 et 60 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. C'est entre un tiers et un quart du budget de l'Union européenne, hors plan de relance, bien sûr. C'est à la fois participer à la constitution d'une nouvelle génération de ressources pour l'Europe, mais également participer à l'équité fiscale. Le veto hongrois est d'autant plus étonnant que l'année dernière, le gouvernement hongrois avait adopté cette taxe dans le cadre de l'OCDE. Et donc, se pose la question de cette règle de l'unanimité qui permet en fait tous les chantages. Vous l'avez un peu évoqué dans votre réponse précédente. L'unanimité empêche d'avancer sur cette question fondamentale de l'état de droit. Quelle perspective sur l'évolution de cette règle et sur l'élargissement éventuel des sujets qui pourraient être pris à la majorité qualifiée?
Certes, c'est un sujet compliqué, mais aujourd'hui, face aux enjeux forts sociaux, économiques, climatiques, géopolitiques ou encore financiers, l'Europe ne peut pas se permettre d'être faible. Nos concitoyens ont besoin de se sentir, une Europe forte qui les protège et qui a les moyens d'agir. Donc pour conclure, Monsieur le Ministre, cette présidence française s'achevant, qu'un accord n'a vu le jour à ce sujet, qui aurait pourtant permis d'avancer sur une réforme fiscale mondiale, d'une certaine manière, qui n'a jamais été tentée jusqu'à ce jour, capable d'apporter un coup d'arrêt aux paradis fiscaux et aux stratégies de dumping fiscal. Alors, qu'ont été les sujets de négociation ces derniers jours avec la Hongrie? Comment peut-on sortir de l'impasse? Quelles ont été les réponses apportées? Qu'est-ce qui a été jugé insuffisante pour la Hongrie? Et puis, une question plus générale, d'ailleurs, vous avez commencé à aborder la réponse. Quel avenir pour cette taxe et dans quel délai? Alors, Marta Tsidrack en visio. Marta. Bonjour, Président, merci. Monsieur le ministre, vous ne serez pas étonné que ma question porte sur les Balkans occidentaux, puisque je préside le groupe d'amitié ici au Sénat des Balkans occidentaux. Et vous avez en effet en préambule rappelé l'engagement massif qui a été exprimé par le Conseil européen en soutien évidemment à l'Ukraine, le statut de pays candidat qui lui est reconnu, ainsi qu'à la Moldavie, la perspective européenne aussi de la Géorgie. Tout ça, ce sont des gestes politiques très forts. Toutefois, on attendait aussi de la présidence française, avant même l'agression russe en Ukraine, un geste fort à l'égard des pays des Balkans occidentaux. Cette attente était d'autant plus forte que s'esquissait évidemment le geste à l'égard de l'Ukraine et de la Moldavie, et que la nouvelle méthodologie dont vous avez parlé dans certaines de vos réponses, qui a été adoptée effectivement en 2020 à l'initiative de la France, est censée justement nous rassurer sur le processus, puisqu'il y a l'aspect réversibilité qui a été introduit dans cette méthodologie. Vous avez également rappelé le sommet qui était envisagé à cet effet, mais qui est devenu depuis en langage bruxellois une réunion de dirigeants, et réunion à laquelle les chefs d'État des gouvernements donc des Balkans ont bien été conviés. Je souhaitais aussi rappeler, avant de vous poser mes questions, Monsieur le ministre, que la Serbie est candidat depuis 2012, le Monténégro depuis 2010, la Macédoine du Nord est suspendue à la levée des obstacles qui demeurent avec la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, où vont avoir lieu des élections générales en octobre, et le Kosovo, qui n'est toujours pas reconnu par Belgrade, attendent en fait une confirmation de leur potentialité européenne. Je dois reconnaître aussi que la France n'a pas ménagé ses efforts pour aplanir le différend historique entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie, dont d'ailleurs l'Assemblée nationale a voté depuis pour la solution proposée par la présidence française, qui doit encore être acceptée évidemment par Skopje. Cela doit être souligné, mais pour le reste, tout en réaffirmant, et je cite, l'attachement total et sans équivoque du Conseil européen à la perspective de l'adhésion, en appelant aussi à accélérer le processus, ces conclusions donnent l'impression quand même que cette région demeure au milieu du gué entre l'avancée politique en faveur de l'Ukraine et de la Moldavie et le surplace des pays engagés de longue date dans un processus long et difficile. Comment, dans ces conditions, répondre aux réelles aspirations européennes de ces peuples, sachant que les peuples et les gouvernements de ces États sont en attente de signaux beaucoup plus forts de l'Union européenne? Je crois que vous l'avez également rappelé. Aussi, mes deux questions, Monsieur le ministre. Comment la France et l'Union européenne vont-ils traduire la volonté du Conseil européen d'accélérer le processus d'adhésion? La question vous a peut-être été déjà posée différemment, mais je souhaiterais vous réentendre là-dessus. Et également, comment la communauté politique européenne souhaitée par le président de la République cohabitera en réalité avec ce processus d'élargissement? Je vous remercie. Merci Martha. Daniel Grémillet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais revenir sur l'envolée des prix de l'énergie. Elle se transmet désormais à tous les secteurs de l'économie, commence à mettre sous pression les budgets des États, notamment les plus endettés, mais aussi la cohérence de la zone euro. Plusieurs options sur la table pour tenter d'y répondre de manière plus robuste que la modeste boîte à outils proposée jusque-là. Je compléterai la question qu'a posée mon collègue Jean-Michel Houllegatte sur la partie notamment électricité. Il y a notamment l'idée de la réforme du marché européen d'électricité et de son découplage du prix du gaz via une révision du principe du coût marginal.
Le sujet semble avoir une nouvelle fois progressé la semaine dernière et la Commission serait désormais mandatée pour travailler sur des modalités de marché alternatifs. La discussion reprendra en octobre au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais pouvez-vous nous éclairer sur l'évolution des États membres, notamment du Nord, à ce sujet ? A l'inverse, si le principe du coût marginal n'était pas révisé, quel est votre point de vue sur les autres dispositifs évoqués par la SER, tels que l'essor des contrats de long terme, la facilitation des interconnexions, la promotion des flexibilités ou l'introduction de mesures ciblées ? Et puis, concernant l'énergie, comment parler d'énergie sans évoquer le sort réservé au nucléaire dans la taxonomie des investissements durables ? Alors que le compromis proposé par la Commission semblait devoir s'imposer, l'examen du projet d'acte délégué au Parlement européen semble plus difficile. En effet, les commissions des affaires économiques et du développement durable du Parlement européen ont voté contre ce projet le 14 juin. Le Parlement européen se prononcera en séance plénière le 7 juillet. L'issue de ce vote absolument crucial pour notre indépendance énergétique, notre sécurité d'approvisionnement et notre trajectoire climatique est incertaine. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous donner votre sentiment sur les équilibres qui règnent à ce jour sur la question de l'acte délégué ? Merci. Merci Daniel. Christine Lavarde. Merci Monsieur le Président. Alors je voudrais revenir sur un sujet dont j'ai été assez étonnée en fait, qui ne figure ni à l'ordre du jour du Conseil ECOFIN du 17 juin, ni à l'ordre du jour du dernier Conseil, puisqu'il fait suite en fait aux déclarations de la Banque Centrale Européenne dans une réunion extraordinaire du 15 juin. Au cours de laquelle la présidente a annoncé la création d'un nouvel outil anti-fragmentation, outil qui a pour objectif de prévenir une nouvelle crise de dette souveraine dans la zone euro. En effet, il y a une crainte qu'avec le resserrement de la politique monétaire qui avait été annoncé début juin et qui a été confirmé très récemment par la BCE, il y a une conséquence avec des écarts de spread qui vont se créer entre différents pays qui ne reflètent pas en fait la réalité économique, de situation économique des 10 pays. Et on l'a déjà vu avec le spread par exemple entre l'Allemagne et l'Italie. Alors, hier après-midi, Christine Lagarde, dans un discours au Portugal, a commencé à distiller quelques informations, puisque le nouvel outil ne doit être connu que le 21 juillet. Et elle a notamment dit « Le nouvel instrument devra être efficace tout en étant proportionné et en incluant des dispositifs de garantie suffisants pour préserver la dynamique des États membres vers une politique budgétaire saine ». Donc j'aurais aimé savoir si en marge du Conseil, il n'y a quand même pas eu quelques discussions entre les États membres, notamment pour savoir quelles sont les réformes structurelles que devraient engager les États membres pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme anti-fragmentation. Merci Christine. Olivier Cadic. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Oui, je voudrais revenir sur la question de Chypre, qui confirme sa place de premier pays de l'Union européenne pour le nombre de demandeurs d'asile rapportés à sa population. D'après les dernières estimations, ce ratio s'établit désormais autour de 5%. J'étais à Nicosie la semaine dernière, 12 000 migrants sont arrivés en 2021. Ils sont 9 000 à être comptabilisés en juin 2022, soit une progression de 100% sur la même période. Pour le seul mois de mai, 45 embarquements frauduleux ont été prévenus dans les 2 aéroports internationaux de Larnaca et de Paphos. Donc c'est quelque chose que nous constatons nous-mêmes. La visite à Chypre de M. Chinas, vice-président de la Commission européenne, le 18 juin dernier, a donné lieu à une mise en cause directe des autorités de la partie occupée de l'île et de la Turquie. Leur responsabilité dans les flux migratoires qui affectent la République de Chypre a été évoquée pour la première fois à ce niveau sans détour. Le vice-président de la Commission a ainsi souligné que des contacts étaient établis au plus haut niveau avec les autorités turques ainsi qu'avec les opérateurs aériens Turkish Airlines et Pegasus en vue de les inviter fermement à prendre leurs responsabilités. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, quelles sanctions sont prévues envers les autorités turques si leurs manœuvres se poursuivent ? Je vous remercie. C'est à vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour répondre d'abord aux questions de Monsieur Houlgate sur le plafonnement des prix. Ce qui a été évoqué notamment au G7, parce qu'on parle de plafonnement des prix dans plusieurs contextes. Dans un contexte de réforme du marché européen, mais ce qui a été évoqué récemment, c'est autre chose, c'est le plafonnement des prix pour éviter que la Russie
ne profitent par un effet un peu paradoxal, des mesures de restriction que nous prenons. C'est-à-dire qu'en réduisant nos dépendances à la Russie, et parfois en subissant l'arrêt décidé par elle-même des livraisons de gaz, par exemple, la rareté fasse monter les prix et qu'au total, l'effet économique pour la Russie soit positif. C'est ce que nous avons constaté sur certains marchés énergétiques qui bénéficient la Russie depuis le début de la guerre. C'est une réalité, malheureusement. Donc, une des pistes, mais elle n'a pas été conclue ou conclusive, évoquée notamment lors du G7 par les États-Unis, soutenue par le président de la République sur la question pétrolière en particulier, c'est de réfléchir à la définition d'un prix plafond. Alors pour l'imposer en tant qu'acheteur, pour ce que nous continuons à acheter, puisque nous réduisons fortement nos achats de pétrole russe, notamment, et de gaz aussi, eh bien, il faut une forme de consortium d'acheteurs qui décident ensemble, exercent une pression suffisante à cet égard, pour que sur les achats qui demeurent, nous fixions nous-mêmes un prix plafond. Donc c'est cette initiative nouvelle qui a été évoquée notamment par les Américains, mais aussi par la France, à l'occasion du sommet d'Elmao, qui s'est conclu hier. Mais nous n'avons pas encore aujourd'hui la mise en œuvre d'un tel mécanisme. Mais c'est pour répondre à une situation qui serait à la fois choquante et déstabilisatrice, dans laquelle la Russie compenserait la baisse des volumes par une hausse des prix. Et nous avons les moyens de le faire, un mécanisme de plafonnement de facto, mais si nous sommes suffisamment coordonnés, suffisamment nombreux comme acheteurs, en tout cas l'essentiel d'entre eux, les pays du G7 peuvent commencer à en faire partie, pour imposer ce plafond de facto. Sur le fonctionnement du marché interne de l'énergie, l'électricité en particulier, oui, vous avez raison, c'est pas un sujet qu'on a conclu sous présidence française, parce qu'il a été engagé en début de semestre, c'est la réforme structurelle du fonctionnement du marché de l'électricité. Je réponds directement aux différentes pistes qui ont été évoquées aussi par M. Grémillet. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on perde dans une réforme nécessaire du marché européen de l'électricité, c'est l'intégration elle-même. Et donc ça passe nécessairement par un prix unique sur les marchés de gros, dont nous bénéficions au total, en circonstances normales et même en circonstances de crise. Je rappelle que nos grands énergéticiens, au total, exportent sur le marché européen, que ça représente plusieurs milliards de recettes de revenus économiques pour ces entreprises par an, grâce à un marché européen intégré et interconnecté. Et donc un marché interconnecté nécessairement a des mécanismes de type prix marginal. Est-ce que nous pouvons faire en sorte de les encadrer, d'avoir d'autres paramètres à prendre en compte? C'est possible, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on perde l'intégration elle-même avec chaque pays qui fixerait son prix d'achat d'électricité sur les marchés de gros, parce que là on casserait le marché européen en petits bouts, ce qui ne serait pas bénéfique. Je rappelle que c'est aussi à travers ces recettes budgétaires que nous finançons les mesures de pouvoir d'achat vis-à-vis de nos concitoyens. En revanche, et vous avez notamment M. Grémillet évoqué plusieurs des pistes que l'ACER a listées, l'autorité européenne, qui me paraissent à la fois beaucoup plus accessibles, efficaces et urgentes. C'est la combinaison de ces différents outils qui peut avoir un effet sur les prix. Les contrats de long terme, même si nous savons que longtemps un des bénéficiaires, si je puis dire, ou un des acteurs de ces contrats de long terme, c'était notamment sur le gaz la Russie. Bon, on n'est plus tout à fait dans cet état d'esprit, mais avec des pays comme la Norvège ou d'autres, nous pouvons revenir à ces outils que nous avions un peu abandonnés ces dernières années au profit de marchés de court terme, très fluctuants. Et c'est aussi un des éléments de stabilisation des prix, parce que, pour le dire directement, le but de tout ça, c'est pas tellement la technique, c'est le prix au consommateur. Et que le consommateur ne subisse pas des hausses excessives dans des périodes de crise comme nous le vivons. Donc ça peut être une des réponses, ces contrats de long terme. L'interconnexion aussi, ça prend forcément du temps. Donc c'est pas une réponse immédiate à la crise. Plus votre marché est interconnecté, plus vous avez des chances de bénéficier du meilleur prix en régime de croisière. Bon. Et plus notamment pour un pays, pour la France, qui a un coût de production moyen inférieur au coût de production moyen européen, c'est plutôt avantageux pour nos grandes entreprises et donc à la fin pour le consommateur français. Et puis il y a un outil que vous avez de mémoire pas cité, mais qui me paraît très important aussi, et c'est là-dessus que nous menons avec Bruno Le Maire et aujourd'hui Agnès Pannier-Runacher un combat acharné, et qui me paraît être une des grandes priorités de la réforme du marché européen, c'est la possibilité de garder des outils de régulation des prix aux consommateurs. Ce qu'on appelle chez nous l'AREN sur le nucléaire, c'est différent d'un pays à l'autre, mais la Commission européenne, pour le dire très directement, avait incité, voire conduit beaucoup de pays à démanteler ces éléments de plafonnement et de régulation. On voit bien
ils sont toujours à notre disposition. C'est ceux qui nous permettent justement de maîtriser les prix en ce moment pendant la crise. Mais ils étaient parfois en voie de démantèlement. Un pays comme l'Espagne, par exemple, avait abandonné ses régulations économiques et pour les consommateurs. Et nous avons besoin de les garder, voire de les renforcer. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on modifie ou qu'on consolide certaines règles européennes dans les mois qui viennent. Ce sera un débat pour répondre à votre question sur le calendrier que j'espère nous pourrons conclure d'ici la fin de l'année sous présidence tchèque. Mais il nécessite encore d'importants efforts. Sur les questions, en essayant de ne rien oublier, si j'oubliais la question de M. Cadec, Monsieur le sénateur, sur les réformes institutionnelles. Je reconnais votre expérience nourrie du Parlement européen. Je le conçois, mais dans le bon sens. Non, vous avez... Je le vois. En plus, pour une fois, nous n'avons pas un échange sur la pêche. Donc ça nous change, et vous et moi. C'est le signe que les choses ne vont pas si mal sur ce front-là, malgré les prix qui augmentent. Bon. Alors, pour aller directement à la réponse, je partage votre idée que ce n'est pas... il n'y a pas des manifestations dans les rues d'Europe pour demander une réforme institutionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur intérêt, et notamment on le voit sur la question de l'unanimité, à travers le sujet institutionnel, il y a des questions très concrètes qui se posent quand des réformes sont bloquées. Et le Parlement européen, que vous connaissez bien, met une forte pression politique pour que nous ne lâchions pas ce sujet institutionnel. C'était le sens de la réponse du président. Mais je l'ai dit tout à l'heure aussi, je le redis plus clairement, quoi qu'il arrive, même si je pense qu'il y a des choses qui mériteraient des réformes de traité, nous n'allons pas faire de cette réforme potentielle, avec les réticences que vous avez rappelées, l'alpha et l'oméga de l'agenda européen. Et nous n'allons pas attendre qu'une potentielle, éventuelle réforme des traités intervienne un jour, avec quel contenu par ailleurs, pour dire très simplement faire des choses utiles au niveau européen. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, l'essentiel... M. le Président Rapin était avec moi dans cette assemblée, des propositions issues des groupes de travail, des panels citoyens dans cette conférence pour l'avenir de l'Europe portent sur des sujets qui n'ont pas de dimension institutionnelle. Je prends simplement un exemple, un plan européen de santé, notamment pour la santé mentale, qui est un des grands manques, je crois, de notre politique européenne de santé, budgétairement. C'est très concret, c'est proposé par les citoyens, c'est une des propositions numéro 1 dans la conférence, on peut le faire sans aucune réforme des traités. Quand on évoque aussi, c'est une proposition très concrète des citoyens français en particulier, l'idée qu'il y ait une forme de DGCCRF européenne pour que les scandales agroalimentaires fassent l'objet d'enquêtes communes entre pays européens, parce que souvent elles ont des ramifications dans différents pays et qu'on a peu d'efficacité en la matière, eh bien je crois que là aussi nous pouvons le faire. Alors il faut une législation, mais sans réforme des traités européens. Donc je ne voudrais pas donner une fausse image de cette conférence et de ma vision de cette conférence. L'essentiel des choses, c'est pour ça que j'évoquais le programme de travail de la Commission européenne et le discours sur l'état de l'Union, doivent être présentés, notamment par la Commission avec son monopole à ce stade du droit d'initiative, au mois de septembre. C'est là qu'on verra concrètement comment on met en œuvre un certain nombre de propositions ou d'accélération demandées par les citoyens. Donc je partage cette approche concrète. Sur les questions que vous avez posées, monsieur le sénateur Joly, sur la question fiscale notamment, pour être clair, il n'y a pas eu de négociation de fond avec la Hongrie sur ce texte, puisque ça n'est pas sur le sujet fiscal et sur le contenu de l'accord que le blocage porte. C'est pour ça que je parlais malheureusement de blocage assimilable à une prise d'otage, c'est que c'est un blocage tactique. Et donc nous n'avons pas cherché à négocier le contenu, puisque le contenu d'abord il est défini essentiellement par l'accord international. Il y a des paramètres de transposition qu'on a pu faire évoluer. Bruno Le Maire a fait un travail de plusieurs mois pour que différents pays qui avaient des questions pour le coup compréhensibles sur le plan technique, c'était le cas de Malte, même de la Pologne, trouvent une réponse. Et on a trouvé cet accord quasi unanime, mais la Hongrie ne proteste pas sur le contenu de cet accord fiscal, malheureusement. Si c'était le cas, on pourrait essayer de trouver une réponse. Mais c'est un sujet, une sorte de dommage collatéral d'une stratégie politique. Alors, que fait-on face à ça? À court terme, on continue le travail. Il y a la question qui se pose régulièrement d'une coopération renforcée. Je pense que ce serait une mauvaise idée de l'ouvrir maintenant, parce que ça serait une sorte de récompense pour ceux qui ne veulent pas faire l'effort. Tous les pays, même des pays qui n'étaient pas très enthousiastes au départ, comme l'Irlande, ont fait l'effort de rentrer dans l'accord international et maintenant d'accepter le texte européen de transposition. Si on leur dit, en fait, il suffit de bloquer pour être exempté, en quelque sorte, de cette réforme importante, on ne donne pas un très bon signal pour des pays qui ont participé à la négociation. Donc,
Peut-être que c'est une piste qu'il faudra à un moment regarder, mais aujourd'hui, je crois que ce ne serait pas la bonne option. Donc il faut continuer la pression politique, et puis d'autant plus, ça fait partie des sujets pour le coup institutionnels, mais on peut le faire d'ailleurs aussi à traité constant, essayer de réduire le champ de l'unanimité, parce qu'on voit bien à quel point ça nous bloque dans les domaines importants. Pour répondre aux questions que vous avez posées, Madame la sénatrice de Cidrac, sur les gestes à l'égard des Balkans occidentaux et le rôle de la CPE. La réunion, effectivement, ce n'était pas un sommet littéralement, mais la réunion que nous avons tenue à l'initiative de la présidence française était aussi une façon de dire, on l'avait prévu avant la guerre en Ukraine, mais de dire même dans ce contexte nouveau, et même avec le signal donné à l'Ukraine et à la Moldavie d'octroi du statut de candidat, nous n'oublions pas les Balkans occidentaux et nous ne les faisons pas passer au bout de la file, si je puis dire. Donc je crois que c'est très important. Deuxième point, nous avons réengagé, peut-être pas encore assez, mais réengagé des coopérations très concrètes en matière d'accès aux vaccins, en matière de coopération énergétique. Et l'Allemagne a exprimé le souhait de réactiver ce qu'on avait appelé le processus de Berlin, que nous présidons à tour de rôle, qui est aussi une enceinte de discussion et de financement de projets d'investissement public et privé, notamment concrets dans les Balkans occidentaux. Nous devons nous réengager, pas seulement par le processus d'élargissement lui-même, mais par des coopérations. Nous avons ouvert par exemple des bureaux de l'Agence française de développement ces derniers mois dans la région, une présence sécuritaire, une présence de développement, une présence d'investissement économique qui nous fasse occuper le terrain, si je puis dire, non pas de manière agressive, mais de manière partenariale, parce que sinon, vous le savez mieux que moi, d'autres puissances étrangères, la Chine notamment, la Russie elle-même ou la Turquie, sont très influentes dans la région et poussent leurs pions. Donc moi, je préférerais que ce soit l'Union européenne, nos entreprises, nos agences de développement, nos investisseurs publics qui soient plus présents. Donc nous allons continuer sur cet engagement bilatéral et européen dans tous les forats. Mais bien sûr, la question de l'élargissement compte. Donc nous avions besoin de redire aux pays des Balkans occidentaux, vous rentrerez dans l'Union européenne. Vous pouvez le faire de manière plus rapide si des réformes sont accélérées en matière d'état de droit notamment. Et si ça n'était pas le cas, nous serions capables, à l'aune de la nouvelle méthodologie, de ralentir le processus. Mais je veux plutôt le dire de manière positive. Si les réformes se poursuivent, s'accélèrent, si l'alignement sur les sanctions européennes aussi se manifeste, nous pourrons avancer dans le processus d'élargissement. Et je crois que c'était aussi un signal de réengagement et de bonne volonté européenne qui était donné à travers cette réunion. Je précise que la présidence tchèque a le projet de réunir pour le coup un véritable sommet avec un peu plus de relief encore et de protocole avec les chefs d'État et de gouvernement de la région des Balkans occidentaux pendant son semestre de présidence. J'ai pas répondu à la question du sénateur Grémier sur la taxonomie et sur l'acte délégué. Je ne peux pas préjuger de ce que fera le Parlement européen. Je veux simplement vous dire que le vrai rendez-vous, c'est la plénière et pas le vote qui a eu lieu mi-juin en commission. C'est donc la plénière qui devrait se tenir le 6 juillet. Les États membres ont accordé un large soutien à cet acte et à cette taxonomie. Pour être très clair, nous la soutenons. Nous avions eu l'occasion d'en parler en audition ici même. Du point de vue français, c'est un compromis. Elle présente quelques interrogations, mais elle préserve l'essentiel, notamment notre filière et notre libre choix en matière nucléaire. Donc nous sommes très favorables à ce qu'elle puisse être adoptée. Maintenant, nous espérons, mais un espoir plus que raisonnable, que le Parlement européen puisse valider, ou ne pas s'opposer en tout cas, à cet acte délégué lors de sa plénière du mois de juillet, avec des équilibres en plénière qui sont différents de ceux qui se sont retrouvés en commission. Voilà, je ne peux pas dire plus parce que ce serait irrespectueux et contre-productif d'ailleurs de donner le sentiment de forcer la main au Parlement européen, mais je crois que le vote qui a eu lieu en commission ne préjuge pas nécessairement du résultat qui pourra avoir lieu en plénière.